Bonsoir. En Côte d'Ivoire, sur le segment du Mobile Money, le géant de la télécommunication français, Orange, tremble devant un nouvel arrivant, Wave, la start-up américaine de la Silicon Valley. Wave s'est installée de façon rampante en Côte d'Ivoire et depuis, apparemment, elle a surpris Orange, MTN et Move. Wave est descendu à 1% des transactions, obligeant les autres à en faire de même à leur corps défendant. La guerre des prix entre Wave et Orange. Jusqu'où ira cette guerre des prix? Nous en parlons dans ce numéro d'intelligence économique. Bienvenue. De retour sur le plateau, jusqu'où ira la guerre des prix entre Wave et Orange? Nous en parlons avec nos invités. Je suis sur le plateau avec M. Sadia Zouzou, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles Sibahi. Je rappelle que Sadia Zouzou est spécialiste en intelligence économique et stratégique. Merci d'être sur notre plateau. Exactement, merci beaucoup Jean-Charles Sibahi. Et puis, lui aussi, il est un habitué de l'émission Intelligence économique. M. Serge Nedro, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Vous êtes spécialiste en intelligence économique, chef d'entreprise, et vous êtes également un observateur de la vie économique et la vie politique, ici en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Merci d'être sur notre plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et puis, une fois n'est pas coutume, pour ce numéro spécial d'intelligence économique, nous avons une consommatrice sur ce plateau. Julie Conan, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean-Charles. Je rappelle que vous êtes une consommatrice assidue de produits Orange. Orange Côte d'Ivoire. Orange Côte d'Ivoire, toujours. C'est toujours. Merci. Alors, chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, pour ce numéro spécial de la guerre des prix entre Wave et Orange, nous avons décidé de prendre l'avis des consommateurs pour mieux étayer les explications de nos spécialistes. Alors, la première question, Sadia, on se demande qui est Wave pour oser attaquer de façon frontale le géant de la télécommunication en Afrique et le géant français Orange. Merci beaucoup Jean-Charles. Il faut savoir que Wave, Sendwave, qui est son nom d'origine, et actuellement le nom actuel c'est Wave, est une start-up américaine créée par deux entrepreneurs américains dont Lincoln Quark, si je me prononce bien en anglais, et puis Drew Durbin. Donc Drew Durbin et son ami ont créé donc cette start-up-là dans l'optique de faciliter l'inclusion financière et dans les transactions financières entre les pays en développement. Et il faut dire aussi que cette entreprise-là a été créée, elle est soutenue par les cofondateurs de PayPal, dont on sait que c'est une très grande entreprise sur le plan mondial en ce qui concerne le paiement par Internet, les achats en ligne. Donc Wave s'est donc installé au Sénégal en 2018 et son arrivée en Côte d'Ivoire de façon officielle sur le marché du mobile money en Afrique de l'Ouest s'est effectué le 21 avril 2021. D'accord. Alors, M. Nedro, une start-up qui ose s'attaquer à une multinationale, ce n'est pas osé. Ce n'est pas du tout osé dans le monde du 21e siècle dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un monde d'innovation où la technologie est en train d'emmener les différents marchés, j'ai envie de dire, à une vitesse vertigineuse qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, ce qui fait que les marchés économiques sont devenus moins certains, l'incertitude prend le pas sur les marchés économiques, donc l'innovation est au cœur de tous les processus. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit n'importe quelle entreprise qui veut avoir des parts importantes de marché doit mettre au cœur de sa stratégie d'entreprise l'innovation. L'innovation à tous les niveaux, l'innovation managériale, l'innovation technologique,
innovation en matière de production des produits et tout ça. Et surtout dans le domaine digital, hein, dans le domaine des fintech. Parce qu'évidemment, Wave est une start-up dans le domaine des fintech. Et aujourd'hui, ce domaine-là est en train de connaître cette grande vitesse, ce changement à grande échelle. Et je suis sûr que nous sommes dans l'obligation de faire avec, que ce soit les pays africains, que ce soit, j'ai envie de dire, les pays développés. On est obligé d'intégrer la notion d'innovation dans tout ce que nous faisons. Nous aurons peut-être l'occasion d'en parler. Je voulais ajouter en fait que par rapport à votre question, ce n'est pas une attaque frontale en tant que telle. L'attaque peut être considérée comme frontale actuellement, mais je pense que dès le début déjà ça a été Wave a procédé par la stratégie d'Océan Bleu. Ce n'est pas une attaque frontale comme vous pouvez le dire. Maintenant, on peut... Pour ceux qui suivent l'actualité, maintenant peuvent penser maintenant que l'actualité est frontale. Alors, donc Wave a eu une stratégie pour venir sur le marché. Mais bien entendu. Et c'était quoi la stratégie de Wave? Parce qu'apparemment, on a l'impression que Orange, MTN, Move sont surpris de voir Wave. Non, comment peuvent-ils se laisser surprendre? Oui, donc je voulais, tout à l'heure terminer sur ce que je disais que le mobile money africain est le plus grand marché du mobile money à travers le monde aujourd'hui. Donc je veux dire que c'est quelque chose de très important qu'il faut relever au début. Alors, est-ce que ces entreprises se sont laissées surprendre? Je dirais oui et non. Et non parce que ce sont, vous savez, quand on prend par exemple Orange, on sait que Orange c'est le fleuron de l'industrie des télécommunications à travers le monde. Il y a aussi MTN. MTN c'est le géant africain dans le domaine des télécommunications, ainsi que Move Africa. Donc on ne peut pas dire a priori que ces entreprises aient été surprises, étant entendu déjà que cette compagnie Wave, qui est une nouvelle entrante sur le marché, a déposé son pied sur le marché africain, du mobile money au Sénégal. Au Sénégal. Déjà où Wave a bousculé le marché au Sénégal. Wave a bousculé le marché au Sénégal de sorte à détrôner aujourd'hui le leader du marché du mobile money au Sénégal, qui était Orange Sénégal, aujourd'hui pour prendre la première place aujourd'hui. Donc, les informations auxquelles nous avons accès nous ont permis de savoir quand même que les responsables, en tout cas surtout le management stratégique d'Orange, étaient au courant de la présence d'Orange. Et puis, de Wave. De Wave plutôt, excusez-moi, puisque depuis 2018 déjà, Wave était sur le terrain déjà au Sénégal. Et Wave a été enregistré en Côte d'Ivoire ici, dans cette même année 2018. Et je dirais de façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, Wave a attaqué dans un premier temps le segment non protégé du marché. C'est-à-dire, par exemple, vous savez très bien que le marché du mobile money en Côte d'Ivoire est dominé par Orange, c'est-à-dire à travers son produit Orange Money, disons avec environ 48,4% de part de marché sur les 20 millions d'utilisateurs, de personnes qui ont les comptes mobile money. Donc, c'est été attaqué à partir de l'intérieur du pays. Parce qu'on sait très bien que... Donc Wave, en rentrant en Côte d'Ivoire, ne s'installe pas à Abidjan, dans la capitale économique. Wave décide de s'attaquer dans un premier temps aux provinces à l'intérieur du pays. Exactement. Et pourquoi? Ben justement, parce que quand vous êtes une start-up et que vous avez en face une entreprise comme Orange, dont on sait que d'abord c'est l'entreprise pionnière en matière de mobile money ici en Afrique de l'Ouest, et puis aussi Orange Money, plutôt Orange, est aussi un opérateur historique dans le domaine des télécommunications en Afrique et au niveau de la Côte d'Ivoire de façon particulière. Donc, lorsque vous voulez attaquer une entreprise de cette envergure-là, la meilleure attaque, ce n'est pas l'attaque frontale. Et ce qui réussit le mieux aux petites entreprises, ce sont les attaques latérales. Donc, c'est ce que Wave a fait en s'attaquant plutôt aux segments qui sont moins protégés. Et de sorte que, bon, j'ai un ami avec lequel j'ai échangé quand je préparais l'émission, qui a dit que tout à l'heure, le management stratégique d'Orange savait très bien ce qui se passait, puisqu'ils sont au courant de ce qui se passe au Sénégal. Okay. Mais je pense que le management stratégique a négligé. Et ils se sont basés sur peut-être les performances locales en se disant, OK, bon, de toutes les façons, le marché sénégalais, ce n'est pas
le marché ivoirien. Et il y a un responsable d'Orange qui l'avait dit, hein, avait dit la Côte d'Ivoire n'est pas le Sénégal. La Côte d'Ivoire n'est pas le Sénégal, c'est le DG, je crois, Mamadou Bamba, lui-même qui dit, selon les sources que nous avons consultées, qui a bien dit de façon claire que le marché sénégalais n'est pas le marché ivoirien, et donc les conséquences, les voilà. Et les voilà. Alors, voilà, Nedro, une négligence de la part des responsables d'Orange ou pas vraiment? Je dirais, c'est une négligence, mais je dirais que c'est un choix stratégique. Ce n'est pas à ce haut niveau, j'ai envie de dire, comme il a dit, de management stratégique. Évidemment, on ne peut pas parler de négligence, on parle de choix stratégique. Parce que même ne pas décider, c'est décider. Donc si le top management d'Orange dit on reste dans une position attentiste pour voir ce que la vague bleue va donner, évidemment, c'est un choix stratégique que ce top management a eu à faire. Mais maintenant, à nous de voir est-ce que ce choix stratégique est payant ou pas. Je dis, moi, à mon humble avis, ce choix stratégique n'a pas du tout été payant à double titre. Parce que, comme il a dit tout à l'heure, comme M. Sadia l'a dit, Orange a connu l'expérience du Sénégal. Donc Orange Côte d'Ivoire devait tirer en fait les leçons de l'expérience du Sénégal. La stratégie de pénétration de Wave a été une stratégie très simple qui s'est basée sur deux types de stratégies. La première stratégie, c'était une stratégie de compétitivité prix. Ils ont dit, on vient en fait dans un pays pauvre, un pays, j'ai envie de dire, en voie de développement, si on veut embellir un peu les thèmes. Mais dans ce pays pauvre, ce qui pose le problème aux consommateurs, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le thème de référence du consommateur dans un pays pauvre. Parce que le pouvoir d'achat lui permet de se nourrir, de se soigner, de fréquenter dans les meilleures écoles, d'envoyer ses enfants dans les meilleures écoles. Donc quand vous voyez un pays pauvre, donc qui a un pouvoir d'achat très bas, qu'on enlève, j'ai envie de dire, le pouvoir, la part du pouvoir d'achat qui va à la nourriture, au logement, aux soins médicaux, à l'éducation, mais il ne reste plus rien. Donc si on a un produit de masse, on doit adopter une stratégie de marketing de masse qui va avec évidemment des prix très bas. Donc Wave a fait une analyse systémique très simple du marché et puis a proposé les systèmes, j'ai envie de dire, une stratégie qui est adaptée à un tel marché. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point de réussite de Wave, évidemment, c'était la stratégie d'influence. Ils ont utilisé là la troisième fonction d'intelligence économique qui est l'influence. Wave s'est positionné comme étant l'entreprise socialement responsable et qui soit aux côtés des pays pauvres et donc des consommateurs. Je pense que le slogan, c'est quoi? Ton Dieu est quoi? Ton Dieu est calé. Alors, c'est un argot ivoirien pour dire que bon, ton argent est conservé. Voilà, ton argent est conservé. Donc, ils ont essayé de toucher, j'ai envie de dire, le sentiment des consommateurs en leur disant, nous savons que vous vivez des temps difficiles et nous sommes là pour vous donner des coûts moins bas, des transactions, j'ai envie de dire, à bon prix. Et donc, ça y va de soi. Donc, ils ont influencé la population avec ça, avec ce qu'ils ont créé, avec les moyens d'influence, Family Wave, Wave sur les réseaux sociaux tels que Facebook et tout ça. Donc, le consommateur s'est senti familier et donc s'est senti, j'ai envie de dire, être en conformité, vous voyez un peu, avec un tel produit. Donc, sur les deux points, Wave a pris le pas sur Orange. Et je disais tout à l'heure que pour moi, personnellement, en tant que manager et en tant que consultant également, en stratégie, je trouve que c'est quand même, cette position attentiste d'Orange est quand même discutable du point de vue truc. Je pense que Orange aurait dû anticiper tout de suite par rapport à l'expérience du Sénégal, parce que quand on me dit le marché sénégalais n'est pas le marché ivoirien, je m'excuse, c'est une analyse erronée, j'ai envie de dire, véritablement erronée hein, du marché. Parce que le Sénégal et la Côte d'Ivoire forment, avec tous les atouts économiques, ont les mêmes ingrédients économiques. Ce sont deux pays pauvres qui sont sur la même surface régionale, qui sont, j'ai envie de dire, des pays... voilà, la seule différence, on va dire qu'il y a une différence religieuse qui est là, à connotation religieuse, sauf que le Sénégal est un pays musulman, la Côte d'Ivoire est un pays, j'ai envie de dire, laïque en tant que tel, même si les deux États sont laïques, mais plus majoritairement chrétiens. Mais ces deux, j'ai envie de dire, qualificatifs n'ont rien à voir avec le produit que vous proposez. Donc, personnellement, je dis cette position attentiste,
moi, elle est discutable. Je ne dirais pas qu'elle est erronée. Je ne connais pas les raisons fondamentales, mais je dis qu'elle est discutable en tant que spécialiste en intelligence économique. Et je dis que ça a été parce que... Et ce qui m'a surpris véritablement, et je termine par là, c'est qu'une grande entreprise comme Orange, je me dis forcément qu'il y a une cellule d'intelligence économique en son sein, qu'il y a une cellule veille. On espère. On espère. On espère. Qui n'a pas pu faire de la veille concurrentielle et voir un nouvel entrant, j'ai envie de dire, comme Wave en train de venir sur le marché ivoirien et anticiper, parce que quand on a une cellule d'intelligence économique, on a une cellule veille stratégique, le rôle de cette cellule veille, c'est de recueillir des informations, de les traiter et de donner un diagnostic assez précis au top management qui anticipe. L'objectif, c'est l'anticipation. Si vous n'anticipez pas, que vous restez dans une position attentiste, évidemment, vous donnez un chemin très vaste aux concurrents, aux nouvel entrant qui vient. Orange aurait dû anticiper tout de suite en baissant ses coûts, par exemple, en permettant de dire à la population, nous sommes à vos côtés, en changeant tout de suite ces différents slogans, et à partir de là, et c'est fini. Là, il devient une entreprise qui réagit. Au lieu d'agir, Orange réagit. Et quand vous réagissez, pour le téléspectateur, pour le consommateur, il vous perçoit comme la personne, comme l'entreprise, en fait, qui n'a pas voulu le bonheur de la population. Et c'est l'image aujourd'hui que Orange a. Et cette image, Orange l'a depuis longtemps. Mais Orange traîne encore avec ce genre d'image, et je pense que ce n'est pas une bonne perception pour le groupe Orange. Oui, je voulais juste ajouter seulement que, effectivement, je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que Orange a eu l'arrogance du leader. Et je peux bien confirmer à M. Nedro, avec les relations que j'ai, qu'il y a une cellule d'intelligence économique au sein du groupe Orange. S'il n'en était pas ainsi, ça aurait été une catastrophe parce que Orange, c'est un leader mondial en matière de télécommunications et je sais très bien, je connais des personnes qui travaillent dans la cellule d'intelligence économique d'Orange, donc je peux le dire. Mais je veux dire que Orange, lorsque vous êtes chargé de la veille stratégique dans une entreprise, vous ne faites que faire des recommandations au top management. C'est au management stratégique de prendre la décision. Et je vous le dis tout à l'heure, le top management d'Orange était très bien informé de ce qui s'est passé au Sénégal. Mais je veux dire, il y a eu l'arrogance du leader, l'arrogance aussi des entreprises françaises en Afrique. De considérer par exemple que elles sont dans un précaré peut-être un précaré économique, dans lesquelles se complaisent, un peu comme une zone de confort dans laquelle elles sont. Donc je voulais juste confirmer. Voilà. Ok, merci. Alors on va donner la parole à une consommatrice, hein, Madame Julie Conan. Oui. Et vous êtes une consommatrice des produits Orange, Orange Money, et puis aussi la téléphonie mobile. Oui. Alors Wave descend à 1% de ses transactions et Orange aussi descend à 1%. Pour vous, c'est un bon choix? Non. Pour moi, ce n'est pas un bon choix. Pourquoi? Parce qu'étant leader en Côte d'Ivoire et Wave étant novice, moi je dis novice parce qu'ils viennent d'arriver. Et lorsqu'on regarde la tranche, je pense qu'ils sont du côté du outsider, donc ils sont les plus petits dans la tranche. Donc du coup, si Orange s'allie à Wave, c'est comme s'ils se mettaient au même niveau. S'ils s'arrêtaient simplement à enlever les taxes sur les transactions de Orange Money et que, je prends un exemple, si l'envoi de 10 000, le taux faisait 5%, si même il essayait de diviser ces 5% en deux et qui faisait 2,5% et il regardait maintenant Wave, je pense que c'était une stratégie d'attaque pour voir un peu quelle autre stratégie Wave allait mettre en place. Mais aujourd'hui, comme le monsieur l'a dit, Orange se fait traîner par Wave. Et là, vraiment, en tant que consommatrice de Orange, je trouve que Orange n'a plus de crédibilité vis-à-vis de nous. Oui, mais je veux dire, lorsque les autres opérateurs de téléphonie mobile sont arrivés, oui. On a vu, les autres opérateurs ont diminué le prix de l'appel téléphonique, oui. Mais Orange a maintenu ses prix, mais néanmoins, Orange n'a pas perdu ses clients. Oui. Mais là, cette fois-ci, Orange est obligé de suivre Wave. Est-ce que ce n'est pas parce que Orange a constaté qu'il y a beaucoup de clients qui partaient chez Wave, donc il fallait réagir? Est-ce que ce n'est pas une bonne réaction? Bon, on peut dire, pour nous, bon, tous les consommateurs, on peut dire que c'est une bonne réaction. Mais pour Orange, je prends le cas des appels téléphoniques, quel que soit, Orange est au-dessus.
Même si Orange essaie de lever ses tasses, c'est pas pour autant on va laisser Orange pour aller vers un autre opérateur. Même quand Orange n'avait pas de réseau, on se plaignait, mais on était toujours présent. C'est pour dire que nous, en tant que consommateurs, ils pouvaient aussi voir. Ils pouvaient aussi analyser afin de suivre, on peut dire, l'euphorie de Wave et de mettre les frais de transaction à 1%. Donc moi, de ma part et de mon humble avis, je pense que Orange est en train de se faire traîner par Wave. D'accord, d'accord. Ça, c'est le regard d'un consommateur. C'est vrai, les consommateurs sont contents de venir à 1%, mais elle a un lien sentimental avec Orange. Un lien affectif. Non, parce que je peux un lien affectif avec Orange. Elle voit Orange traîné par outsider, comme elle le dit. Oui, M. Sebaï, excusez-moi de vous interrompre. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Je partage, je veux dire, la peine de notre cher ami Julie Kona. Mais ce qu'il faut savoir aussi dans cette analyse, c'est que Orange, en se basant un peu sur son passé, je vais dire, a eu l'arrogance des leaders, comme je venais de dire tout à l'heure. Et à la matière, on pourrait dire, si on regarde dans le passé, qu'Orange en a vu des vertes et des pas vus par le passé. Je commence par le début. Déjà avec Iwaris, Orange étant leader et, je vais dire, opérateur historique dans le domaine des télécommunications et surtout de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire, avait eu au premier concurrent déjà la compagnie américaine, comment on appelle la Koura de Comstar, qui finalement a jeté l'éponge. Et nous avons vu l'arrivée de Télécell sur le marché, avec laquelle Orange Ivoiris devenu Orange a créé un duopole pour gérer les télécommunications au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez à l'époque, une simple puce coûtait 25 000 francs pour changer la puce. Et on a vu l'arrivée d'un troisième opérateur sur le marché de la téléphonie ici en Côte d'Ivoire. Et le même schéma qui a été adopté par cette compagnie, c'est-à-dire en l'occurrence Move à l'époque, c'est ce schéma-là qui est adopté aujourd'hui par Wave. Parce que lorsque vous entrez sur un marché qui est un duopole, un peu comme c'était le cas à l'époque, la seule alternative, c'était la guerre des prix pour pouvoir exister. Et c'est ce que Move a fait, a ramené, par exemple, le prix de la puce de 25 000 francs à 1 000 francs. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à 500 francs. Et tous ceux qui étaient en Côte d'Ivoire à l'époque, qui ont suivi la marche de l'économie des télécommunications en Côte d'Ivoire le savent. Par la suite, il y a eu d'autres, des nouveaux opérateurs. Alors, vous avez Green, il y a eu Green, il y avait Cause et il y a eu aussi Café. Café Mobile. Café Mobile aussi, ces trois entreprises-là, effectivement, n'ont pas pu respecter les cahiers des charges et ont été obligés de déposer les bilans. Et les trois compagnies qui, en réalité, se sont mis pratiquement en oligopole aujourd'hui, ont récupéré ces différents clients. Donc, je vais dire que ce sont des opérateurs qui étaient dans un monde très tranquille, dans un monde douillet, où, je vais dire, bon, la cause était déjà entendue, et puis dans cette zone de confort, Orange est le leader, MTN est le challenger, je vais dire Move aussi est le suiveur. Bon, donc, c'était là, et puis bon, donc on attendait. On attendait. Alors monsieur Nedro, quels sont aujourd'hui les enjeux de cette guerre des prix? Il y a beaucoup d'enjeux, mais juste avant de peut-être répondre à votre question précise, j'aimerais juste revenir un peu sur ce que le confrère disait tout à l'heure, M. Sadia. En fait, c'est vrai qu'il y a l'historique qui est là. L'histoire montre effectivement que Orange a été toujours le leader, a pris le pas, a gardé ses mêmes prix comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et Orange sait faire preuve de résilience. Mais je dis, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la pertinence et de la performance de cette cellule veille dont je parle. C'est vrai, effectivement, le décideur final, c'est le top manager, c'est lui qui donne le point final, c'est lui qui donne l'action. Mais ce qu'il faut comprendre, si on fait la veille concurrentielle sur un nouveau concurrent qui arrive, l'une des premières choses, c'est de voir sa gouvernance actionnariale. Il y a qui derrière Wave? Qui est avec Wave? Qui est l'actionnaire de Wave? Quels sont ceux qui prêtent les capitaux à Wave sur le marché? Et quand vous regardez la gouvernance actionnariale de Wave, ça n'a rien à voir avec les structures actionnariales qu'on a vues ici, des cafés mobiles, des exemples qui viennent de citer. On parle des grands fonds d'investissement comme les fondeuses, on parle des grandes structures qui sont comme PayPal, ainsi de suite, dont ils parlent. C'est pas des géants mondiaux. C'est une start-up, certes, mais derrière, il y a des géants. Il y a une gouvernance actionnariale très solide, avec des actionnaires solides, avec des gens, avec une gouvernance très structurée en quelques mois qui a fait, j'ai envie de dire, une levée de fonds de plus de 200 millions de dollars à investir sur le même marché sur lequel on est.
Donc à partir de là, vous voyez, des signaux d'alerte devaient être donnés au top management. Je pense que peut-être que ça a été donné. Peut-être, je dis que c'est discutable. Peut-être c'est le top management qui n'a pas pris la décision. Peut-être c'est la cellule verte qui n'a pas fait son travail. Je dis, c'est encore discutable. Donc je voudrais dire qu'à partir de ces signaux d'alerte, à partir de ces éléments, évidemment, Orange ne devait pas du tout, il n'y a aucune raison, je dis, qui devait emmener Orange à rester dans une position attentiste. Même si on dit que oui, elle devait peut-être être à l'arrogance, oui, du leader, effectivement, peut-être c'est ce qui l'a emmené à là, et je pense que c'est une attitude très mauvaise. Maintenant, quels sont les enjeux d'une telle guerre des prix, ou bien d'un tel événement? Ça montre évidemment que la FinTech est en train de prendre le dessus dans tous les domaines d'activité. Tout à fait. Aujourd'hui, la FinTech, on ne peut plus s'en défaire, évidemment. On parle aujourd'hui, c'est dans la télécommunication, c'est dans le mobile money. Il faut savoir que ce mobile money, comme la représentante des consommateurs l'a dit tout à l'heure, c'est que j'aimerais juste vous dire, en fait, le mobile money est devenu un domaine d'activité stratégique pour les opérateurs de télécommunications. Donc Orange ne pouvait même pas en aucun cas rester un peu, parce que comme M. Sadia Zouzou l'a dit tout à l'heure, ils ont pratiquement environ 50% de part sur le marché, et ils ont 40% dans la téléphonie en tant que telle. Vous voyez un peu. Donc ça veut dire que la part de marché qu'ils gagnent dans le mobile money est devenue maintenant plus élevée. Donc ça devient un DAS très très stratégique pour eux. Et ce n'est pas simplement pour eux, c'est pour l'environnement, hein, l'ensemble des compagnies de téléphonie mobile. Aujourd'hui par exemple Airtel, la compagnie Airtel qui prend beaucoup d'argent en Afrique de l'Est, est en train de pratiquement vouloir libérer son DAX téléphonique pour pouvoir se concentrer sur le mobile money. Vous voyez, avec, je crois bien, avec des investisseurs tels que Mastercard, avec des investisseurs tels que Mastercard qui veulent entrer dans son actionnariat et qui veulent prendre des parts de marché. Parce qu'aujourd'hui, la raison elle est toute simple. On est dans une population pauvre, un continent moyennement pauvre. Donc le taux de bancarisation n'étant pas élevé, et le taux de bancarisation en Afrique il est de 22%. En Côte d'Ivoire, il est de 11,5% ou 12% par là. Donc les gens n'ont pas de compte bancaire à ouvrir. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que évidemment, l'éducation, le taux d'éducation, le taux d'alphabétisation n'est pas élevé. Alors que les banques vous proposent des documents, fait ceci, des documents. Donc le gars qui est au village, lui, il ne connaît pas tous ces documents. Lui, il a son téléphone entre ses mains. On dit, le chiffre que tu vois là, c'est ton argent qui est dessus. C'est ce que lui sait. Donc, il est prompt à prendre un tel produit. Vous voyez un peu. Donc, le fait que le taux de bancarisation soit très, très faible, ça donne 80% de marge aux géants de la FinTech pour venir en Afrique et proposer leur solution qui est, encore une fois de plus, je le dis, qui est une solution très simple. Donc, aujourd'hui, l'enjeu véritable est que nos gouvernants, comme je le dis tout le temps, nos gouvernants doivent se saisir de la FinTech et poser les problématiques réelles. Parce que la problématique, l'enjeu principal qu'il y a, c'est quoi? On est dans un vide juridique en matière de mobile money dans nos pays. Tout à fait. On est dans un vide juridique. À tel enseigne que quand il y a eu la plainte de Wave auprès de l'ARTP, qui est la RTCI. Non, l'ARTP d'abord au Sénégal. Qui est l'autorité de régulation au Sénégal. Mais l'ARTP n'a pas pu dire autre chose que de dire à Orange, soyez transparent, traitez au même niveau, donnez le même niveau de traitement à Wave qu'aux autres clients que vous avez. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas de gouvernance, de conformité dans ce domaine d'activité. Alors qu'on devait anticiper. On devait anticiper avec des cellules, j'ai envie de dire, d'intelligence économique qui peuvent anticiper ces grands enjeux économiques mondiaux qui vont avoir de l'impact considérable sur l'Afrique et proposer des tests et des lois que nos assemblées nationaux vont voter pour pouvoir prévenir ces enjeux. Aujourd'hui, c'est la téléphonie qui est touchée. Mais demain, ça sera le secteur de l'assurance. Ça sera le secteur de l'assurance, ça sera d'autres secteurs qui seront touchés, bien évidemment, et qui auront du mal à réagir. Si demain, Google ou je ne sais pas quelle autre entreprise vient proposer des solutions d'assurance digitale, ou lorsqu'il y a un problème entre deux véhicules, vous n'avez plus besoin d'aller voir un opérateur d'assurance parce que les opérateurs d'assurance, le produit est bon, mais le service n'accompagne pas. Alors que c'est la paire produit-service qui vend le truc. Donc ils mettent, souvent ces opérateurs mettent 10 jours, 2 mois, 3 mois, 4 mois avant de vous réparer le tort qui vous est donné. Google peut dire, bon, je vous prenez une photo, vous nous envoyez, vous nous donnez votre compte bancaire, directement c'est mis là-dessus. Mais ce secteur va devenir quoi? Ça sera un secteur bouleversant. Et comme il y a un vide juridique, tous les consommateurs peuvent consommer sans que l'État ait une main là-dessus. Et c'est un problème
grave. La FinTech risque de gouverner toutes les activités. Toutes les activités, et c'est vers là qu'on s'en va. Si rien n'est fait, si nos États n'anticipent pas, ne réfléchissent pas avant que ces enjeux n'arrivent, bon, on ne pourra pas tout. Et je dis, dans nos États, malheureusement, on a une gouvernance de performance, mais on n'a pas une gouvernance de conformité. C'est-à-dire qu'on dit, oh non, on veut la performance économique, on fait ça, on a tel PIB, ainsi de suite. Mais il faut accompagner cette gouvernance de performance avec une gouvernance, j'ai envie de dire, de conformité. Il faut mettre les institutions, les tests, les lois, les codes qui peuvent déjà régler ce qui existe et qui peuvent anticiper tout ce qui existe. Parce que ces mêmes choses sont déjà passées dans les nations développées. Donc on n'a pas de raison d'attendre. Oui, mais en Afrique de l'Est, là-bas, la philosophie était on laisse faire les FinTech et puis on légifère après. Oui, est-ce que ce n'est pas à cela qu'on assiste? Je voudrais préciser qu'il y a eu quand même au niveau de la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest, la BCAO, la Commission bancaire de l'UEMOA a élaboré la stratégie régionale d'inclusion financière en 2018 à la suite d'un conseil des ministres, je crois que c'est en 2016, à la suite d'un conseil des ministres de l'UEMOA. Donc cette stratégie régionale d'inclusion financière a aussi été dupliquée en Côte d'Ivoire parce que l'État de Côte d'Ivoire a créé en 2018 l'agence de la promotion de l'inclusion financière en Côte d'Ivoire qui a eu par la suite à élaborer la stratégie nationale de l'inclusion financière qui a mis en place cette autre stratégie qui court depuis de 2018 à 2024. Donc c'est une précision que je voulais dire. Je veux dire déjà qu'il y a eu quand même des balises sur le plan juridique qui ont été déjà posées par les États africains en ce qui concerne, pour ce que je sais, l'Afrique de l'Ouest à travers les différentes stratégies et à la fois régionales et nationales. Pour en venir aux enjeux, je voudrais dire qu'il y a deux enjeux principaux. Le premier enjeu, c'est l'enjeu financier. Le marché du mobile money en Côte d'Ivoire, c'est 4 000 milliards de francs CFA. Il faut le savoir. Le mobile money brasse beaucoup plus d'argent que les banques traditionnelles aujourd'hui. Et ça, c'est un fait. 4 000 milliards. 4 000 milliards de francs. C'est énorme. Et c'est énorme. Et quand vous voyez, par exemple, que dans cette part, que Orange détient 48% du marché, ça veut dire que Orange, je vais dire au bas mot, brasse environ 2 000 milliards de francs CFA par an à travers ces opérations dans le mobile money. Donc je veux dire que c'est véritablement important. L'autre enjeu, c'est l'enjeu technologique. C'est très bien, M. Nedro l'a dit tout à l'heure, nous entrons en plein pied dans la digitalisation des services financiers à travers le monde. Et comme je disais tout à l'heure que l'un dans l'autre, les deux étant liés, les pouvoirs publics ont vu qu'il fallait faire un effort pour ramener le taux de bancarisation de 20% actuellement à 40%. Et c'est à ce à quoi répond. Mais là tu es généreux. Hein? Le taux de bancarisation à 12%. Non, ça c'est officiel. Ça c'est le taux officiel. Le taux de bancarisation à 12%. Oui, 20%, ça c'est le taux officiel. Moi, je m'attends au taux officiel qui a été donné par la BCAO. Le chiffre que je détiens peut être peut-être aussi contesté. Mais ce que je veux dire, c'est ça. L'objectif dans cette stratégie-là, c'est d'amener d'ici environ 5 ans ce taux-là à environ 60%. Donc les enjeux sont véritablement importants. Les enjeux aussi sont importants aussi pour le leader du marché qui est Orange, dont on parle le plus, mais on ne parle pas aussi des autres qui sont le challenger tel que MTN et Move. On sait aujourd'hui par exemple qu'effectivement le marché de la téléphonie, le marché brut d'origine de la téléphonie est arrivé à maturité aujourd'hui. Tout à fait. Et M. Nedro disait tout à l'heure que RTL a décidé, je vais dire, d'abandonner cette filière-là aujourd'hui. Donc je vais dire, à l'origine, le DAS, le domaine d'activité stratégique d'Orange, ce n'était pas, je dis, le mobile money, mais avec les enjeux financiers, le montant que je viens de dire aujourd'hui, et avec le déclin de la téléphonie traditionnelle, ce segment du mobile money commence à devenir aujourd'hui un peu un domaine d'activité stratégique pour ces entreprises-là. Quand on parle d'Orange, on parle aussi d'MTN et on parle aussi de Move Africa. Donc l'enjeu qui pousse Wave à venir, c'est que c'est comment arriver à se faire une place et pouvoir capter une grande partie des 4 000 milliards de francs CFA que brasse ce domaine d'activité. Il y a du sous à se faire. Alors, M. Nedro, une question. Hein, je suis un peu surpris du silence de MTN et Move. Hein? On a l'impression qu'MTN et Move laissent Orange se battre et puis, bon, ils observent. Bon, évidemment, Orange et Move, c'est des challengers. Hein. MTN et Move. Voilà, pardon, MTN et Move, ce sont des challengers,
Donc évidemment, lorsqu'on arrive dans une famille, quand on vient déranger le sommet de la famille, c'est le plus fort qui se montre pour dire je défends la famille. et les autres le regardent. Non, les autres sont d'abord en train de regarder, donc c'est la guerre de Goliath contre David. On verra qui va l'emporter. Et celui qui l'emporte, bon, ben, je vais dealer avec lui. Donc voilà, moi je pense que c'est dans cette position que MTN et Move sont. Et donc c'est la même chose, puisque ce n'est pas la multiplicité en fait des acteurs contre Wave qui va donner l'efficacité de la bataille, ou bien qui va aider, j'ai envie de dire, ceux qui sont déjà existants sur le marché, qui va leur donner la victoire, évidemment. Donc, le fait que Orange mène cette bataille, bon, que nous on appelle bataille, en réalité, puisque le PDG d'Orange, Stéphane, a dit, il dit que lui, il est content, très heureux de l'arrivée de Wave sur le marché, et que voilà, et ils sont contents du jeu de concurrence sur un marché, et ainsi de suite. Et donc voilà. Donc pour moi, je pense que c'est juste une guerre d'information, voilà, qui est en train de se mener. Effectivement, ça aura des répercussions sur la performance de l'une de l'autre entreprise, évidemment. Donc c'est Orange et MTN. Moi, si je devais décrire où j'ai envie de dire, essayer d'analyser leur position actuelle, c'est la même position que j'aurais adoptée étant dans ce top management. Parce que Orange mène la même bataille, j'ai envie de dire, ou la guerre informationnelle pour nous, pour Move et Otua, bien qu'on soit des entreprises distinctes. Et donc, on n'allait pas brasser encore de l'argent pour pouvoir nous engager dans une telle et même bataille. Donc, on observe et à partir de là, évidemment, on va voir où ça va aller, d'autant plus que c'est vrai, MTN, ce que j'aimerais dire à nos téléspectateurs, le mobile money est arrivé ici par MTN. C'est pas MTN que le mobile money est arrivé, en réalité. Et c'est en 2008 que Orange s'est saisi véritablement de cette activité, parce que le mobile money était déjà pratiqué par MTN dans les pays comme en Afrique du Sud, au Nigeria, ainsi de suite, déjà depuis un bon moment. Et ils l'ont envoyé, mais ils n'ont pas communiqué là-dessus. Ils n'ont pas mené cela comme ils n'ont pas mis une stratégie d'influence sur cet aspect-là. Et c'est Orange en 2008 qui a mené cette stratégie d'influence, a véritablement communiqué. Et ce qui fait que dans l'esprit des Ivoiriens, à un moment donné, quand vous partez quelque part, vous dites je veux faire Orange et je veux faire Orange Money. Pourtant, le monsieur, il veut faire Move, il veut faire ceci, mais il dit Orange Money. Oui. Parce que Orange a réussi, vraiment a eu cette capacité, vous voyez, un peu d'influencer vraiment la population. Et je pense que c'est ce qui a donné cette position de leadership à Orange. C'est la même tactique, comme j'ai dit tout à l'heure, que Wave est en train de faire, mais simplement que Wave change de stratégie en disant je me mets aux côtés des pauvres, en fait. Je suis une entreprise socialement responsable, je me mets aux côtés des pauvres. Orange l'avait fait aussi, parce que quand en 2020 que Stéphane Richard est venu ici, il a commencé à, je crois, inaugurer les stands Orange Digital Center, ainsi de suite. Mais cette manière, en fait, de pratiquer la RSE, cette manière de pratiquer, c'est encore loin des populations. C'est une stratégie de populations pauvres. C'est une stratégie de RSE, mais qui ne parle pas aux populations. Qui n'est pas forcément payante. Qui n'est pas payante, qui ne parle pas aux populations pauvres. C'est que les populations pauvres attendent que votre stratégie RSE soit emmenée, j'ai envie de dire, sur des secteurs qui les touchent directement, tels que la santé, tels que même la bonne cause. Parce que, qu'est-ce que Wave fait? Wave va actuellement sur le terrain du tribunal de l'opinion. Pour dire, moi, Wave, je suis une entreprise responsable, je viens vous défendre, je vous donne des bons prix, ainsi de suite. Pourtant, Wave n'a même pas encore mené de véritables activités de RSE, en construisant peut-être un hôpital, en construisant peut-être, j'ai envie de dire, une école, ainsi de suite. Orange a fait tout ça, mais Orange n'a pas pu se rapprocher de la population. Vous voyez un peu, c'est avec la population, j'ai envie de dire, la classe émergente, la classe sociale très élevée, mais la classe sociale pauvre, Orange n'a pas encore réussi véritablement à donner. C'est vrai, on dira que, est-ce que ce n'est pas le sentiment anti-français qui continue avec les entreprises de domination française? C'est vrai, c'est une réalité, mais je dis que non, parce qu'on peut se démarquer de cela en donnant à cette population, à ces consommateurs, que nous sommes une entreprise responsable, mais toucher les véritables secteurs, vous voyez un peu, qui touchent la population. L'école, je dis l'éducation, la santé, vous voyez un peu, et puis les dons
qui vont au-delà, des concours simplement... Des concours de beauté. Des concours de beauté ou des concours même spécialistes. Orange a une fondation, la fondation Orange, qui est dans le domaine de la culture et tout. Mais certainement, les actions ne sont pas très visibles. Hein. Oui, donc ce que M. Leder disait tout à l'heure, je vais dire un peu ce que les entreprises françaises sont encore restées dans le système colonial. Jusqu'aujourd'hui, les entreprises françaises ne se sont pas encore décolonisées sur le plan économique. Là, je vous laisse la responsabilité de cette analyse. Hein, je le dis de façon très claire. Oui, alors, j'en veux pour prendre l'exemple sur la RSE aujourd'hui. Ce dont les populations ont besoin, ce n'est pas forcément qu'on leur construit des écoles, etc., etc. Et puis, elles ont besoin que véritablement les entreprises françaises pratiquent des prix à la limite du niveau de vie économique de la plupart des populations. Et on a remarqué que, de façon générale, les entreprises françaises en Afrique opèrent des politiques de prix qui sont juste adaptées à une certaine classe. Lorsque nous préparions cette émission, j'ai eu l'occasion quand même de me renseigner un peu, de parler un peu avec les uns et les autres. Tu te rends compte que l'image que Orange véhicule auprès de la population, c'est une entreprise qui vend des produits qui sont adaptés à une certaine classe. Ça, on peut le dire. Et là, je voulais dire aussi, en ce qui concerne, je vais donner un exemple très pratique, en ce qui concerne la fibre. Orange déterre tous les poteaux électriques qui se trouvent dans la commune d'Abobo aujourd'hui pour venir les implanter à Cocody et à Dopli. Orange déterre les poteaux électriques, c'est-à-dire les poteaux téléphoniques à Abobo et puis pour venir les implanter à Cocody dans le cadre du développement de la fibre. Alors que ce que les stratèges devaient savoir, c'est qu'il y a une très grande classe, et la grande classe moyenne qui se trouve dans cette commune-là aujourd'hui qui a accès. Donc Orange, de ce fait, en faisant cela, en train de préparer le lit à l'arrivée des fruits. Et c'est ce qui s'est passé. Si vous voyez que Orange n'a pas été très réactif au Sénégal, parce qu'ils avaient peur de la concurrence qui venait dans le domaine de l'Internet aujourd'hui avec l'arrivée des fruits sur le marché de l'Internet au Sénégal. Et c'est ce qui a fait cela. Et je suis sûr que demain, lorsque Free va venir s'installer en Côte d'Ivoire, le Free va exploiter, je vais dire, cette niche-là. Donc Free risque de s'installer d'abord à Bobo. Voilà, c'est ça. On a remarqué que c'est comme ça. Et généralement, les entreprises françaises sont dans ce confort-là. Voilà, c'est une certaine classe. Monsieur Sadia, alors... Maintenant, je n'ai pas répondu à votre question. Oui, allons-y. Non, je disais qu'effectivement, ces trois entreprises étaient dans une zone de confort et elles ont accepté la domination d'Orange sur le marché du mobile money en Côte d'Ivoire. Donc, je suis tout à fait heureux que M. Nedro ait précisé la prééminence de MTN dans ce domaine, mais je vais dire que ces deux entreprises-là se sont toujours contentées depuis le début de leur position, soit par exemple des challengers, ou bien soit par exemple d'outsiders ou bien des suiveurs. Et si ces deux entreprises-là avaient mené le niveau de compétition que Wave est en train de mener aujourd'hui, je pense que la donne aurait été différente. Alors Julie Kounan, oui. Pour vous, quelle leçon, vous, en tant que consommatrice, vous tirez de cette guerre des prix entre Orange et Wave? Moi, je peux dire de ne jamais négliger l'adversaire et de toujours avoir des stratégies, de toujours se préparer lorsqu'il y a un adversaire devant, d'analyser la situation et d'essayer aussi d'aller contre cela. Parce que l'adversaire, si tu négliges l'adversaire, il peut te surprendre. Et c'est ce qu'aujourd'hui on constate, Wave a surpris Orange. Donc moi, ce que je peux dire à Orange, de retourner dans son bois sacré, de faire comme monsieur l'a dit, l'éveil et d'essayer de voir quelle stratégie mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, si Wave décide d'aller encore plus loin, je prends l'exemple, s'il décide de faire 0,5, Orange va suivre Wave. Donc, plutôt Orange décide d'aller un peu dans son bois sacré et de tirer une conclusion de la première étape et de venir en force pour la seconde étape. Monsieur Nedro, quelles leçons on peut tirer? Effectivement, il y a beaucoup de leçons à tirer de cette situation, parce que selon l'angle dans lequel on se place, en tant que consommatrice, comme elle l'a dit tout à l'heure, c'est une leçon véritable. Et nous, en tant qu'observateurs, en tant que peut-être... j'ai envie de dire représentants de l'État, chacun essaie plus ou moins de tirer les leçons de cette situation. Maintenant, nous, en tant qu'observateurs, la leçon, c'est une leçon, j'ai envie de dire, qui met en exergue les bienfaits de la compétitivité, les bienfaits de la concurrence saine, les bienfaits de la concurrence, j'ai envie de dire, crédible, et qui montre encore une fois de plus que le marché reste le marché, et le marché lui-même essaie, bien entendu, de donner un prix aux différents produits qui sont là. Donc, évidemment, de
deuxième leçon qui découle de cette première que je viens de dire, c'est que nos gouvernants doivent laisser faire la concurrence ou doivent laisser agir le marché dans certains secteurs stratégiques tels que l'énergie, par exemple. Dans le secteur de l'énergie, il doit avoir cette concurrence. Voilà. On ne doit pas... Dans le secteur de l'énergie, avec ce qui est arrivé à Wave et Orange, voilà. On a vu, ils étaient nombreux, certains entrepreneurs qui disent, bon, on attend un concurrent pour la SODECI et la CIE. Oui, dans le secteur de l'énergie. Alors, donc vous pensez que dans le secteur de l'énergie, on doit laisser la concurrence? On doit laisser la concurrence parce que, vous savez, les gouvernants sont là pour protéger l'intérêt général et pour promouvoir, vous voyez un peu, l'intérêt général. Et donc, au nom de l'intérêt général, nos gouvernants devaient laisser, bien entendu, la concurrence, tout en mettant en place, vous voyez, les balises juridiques, institutionnelles qu'il faut pour pouvoir surveiller cette concurrence-là, pour qu'elle soit une concurrence loyale. Si ça s'est fait, ceux qui vont en bénéficier, c'est qui? Ce sont les populations ivoiriennes, ce sont les populations africaines, ce sont les populations sénégalaises qui vont en bénéficier. Parce que si on reste avec ces prix qu'on voit, que ce soit dans l'énergie, dans la téléphonie, dans l'éducation, ou je ne sais pas quoi, mais si on reste avec ces prix extrêmement élevés et que le pouvoir d'achat ne suit pas, mais c'est quoi qui suit? Le boomerang, ça viendra contre nos gouvernants. Parce que chaque fois, il peut y avoir des soulèvements. Vous avez vu, il y a des pays avec simplement l'augmentation du prix du pain, les gouvernements ont été renversés. C'est ça. Vous voyez un peu. Donc, je veux dire que le jeu de la concurrence, il faut que nos gouvernants, nos autorités sachent que le jeu de la concurrence joue en leur faveur. Ça joue en leur faveur et en plus, ça les crédibilise et ça leur donne une certaine crédibilité vis-à-vis des populations que nous sommes. Et je dis également que cette ouverture de la concurrence que nous voyons actuellement dans le secteur, elle doit être de même dans tous les secteurs stratégiques, surtout les secteurs primaires qui donnent les besoins primaires tels que, je l'ai dit, l'éducation et tout ça, la santé, l'énergie. Aujourd'hui, le prix de l'énergie, bon, je ne dis pas, je suis un observateur, mais ce que nous entendons, nous sommes la voix des sans-voix. Donc, je ne parle pas en mon nom, je parle au nom des sans-voix. Ce que nous entendons est que le prix, par exemple, de l'énergie au kilowattheure est extrêmement élevé. C'est ce que nous entendons. Et c'est une réalité que nous voyons. Et là, la concurrence peut changer la donne. Alors, M. Sadia, très rapidement, il y a une partie dans cette guerre des prix qui a saisi l'autorité de régulation, la RTCI, l'autorité de régulation de la télécommunication en Côte d'Ivoire, à l'effet d'intervenir pour faire cesser cette guerre des prix. Et la RTCI s'est déclarée incompétente. Quelle analyse vous en faites? Oui, donc, avant de répondre à votre question, je voulais tout juste rappeler en une minute. Ok, rapidement. Oui, en une minute qu'il ne faut jamais négliger un concurrent sur le plan économique, et c'est ce qui a été fait. Et je précise ma pensée tout à l'heure, je disais que les entreprises françaises en Afrique ne sont pas encore sorties de ce qu'on appelle l'économie des traites. Et ce que M. Neutre vient, à travers son raisonnement tout à l'heure, de nous donner raison. Et beaucoup d'internautes aujourd'hui, quand vous faites la veille sociétale, aujourd'hui sont en train d'appeler à un mouvement wave dans presque tous les secteurs d'activité où il y a soit des monopoles, ou bien soit des duopoles, ou bien carrément des oligopoles. Donc c'est ce que je vais dire. Maintenant, pour répondre à votre question que vous m'avez posée tout à l'heure. La RTCI, le régulateur ivoirien, s'est déclaré incompétent oui, mais bien entendu, pour intervenir dans cette guerre des prix. C'est une bonne chose. La RTCI s'est déclaré incompétent pour juger de l'encadrement des prix en ce qui concerne la régulation, parce que ce qu'on lui a demandé d'encadrer les prix, donc encadrer cette guerre des prix. Alors, donc, quand on fait appel à l'État, à la RTCI, on fait appel à l'État. Et la RTCI a argué du fait que ses attributions, c'est de favoriser l'accès de toutes les populations de façon équitable à la téléphonie. Alors, donc, je vous disais tout à l'heure qu'il y a une stratégie régionale de l'inclusion financière qui a été mise en place par la commission bancaire de l'UEMOA, et il y a une stratégie nationale qui a été mise aussi en place aussi, la stratégie nationale de l'inclusion financière par l'État de Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que l'État est intervenu déjà pour baliser, parce que l'État veut favoriser l'inclusion financière. Donc le fait que cette guerre des prix arrive, donc l'État ne peut pas se dédire et aller demander, aller encadrer les prix. Je suppose, je ne sais pas qui a saisi la RTCI, si ce sont les distributeurs des points de mobile money qui se sont plaints parce qu'on les a entendus il y a quelques mois de cela, se sont plaints du fait que leurs marges se sont réduites, ou bien c'est l'un des opérateurs qui a saisi la RTCI.
Mais je pense que la réponse a été claire comme l'eau de roche. Donc l'État, pour dire que l'État, en même temps, en demandant de favoriser l'inclusion financière de 20% aujourd'hui à 60% en 2024, ne peut pas encore venir et se dire. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a le pouvoir de négociation de l'État qui est toujours pendant. L'État peut décider à tout moment. Et je le dirais, l'État peut décider parce que dans les pays francophones, il ne faut pas négliger la résilience aussi des entreprises françaises. Elles ont du répondant sur le plan diplomatique, elles ont du répondant sur le plan politico-diplomatique, elles peuvent actionner ces ressorts-là pour leur permettre. En face d'elles, elles ont une start-up américaine. Elles ont une start-up américaine, je veux dire cette fois-ci. C'est une start-up américaine. Cette fois-ci, les donne. On ne parle pas d'une société sud-africaine. Voilà, mais Cora de Comstar a été débouté, chose de comprends par le passé, je peux le dire tout de même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut savoir en toute chose que l'environnement macroéconomique de l'entreprise change à tout moment. Donc il faut mettre une stratégie de veille permanente en place pour pouvoir faire face aux situations imprévisibles. Merci beaucoup. Notre émission tire à sa fin. C'est que vous avez beaucoup de choses à dire. Non, juste très rapidement. Juste revenir sur une chose. C'est vrai que M. Sadi a dit qu'il y a une stratégie d'inclusion financière qui a été pratiquée, mais elle n'est pas opérationnalisée. Il y a un vide juridique. C'est ça le problème en fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Nos États n'anticipent pas. Il y a un vide juridique. Pourquoi est-ce que l'ATCI se dit incompétent? Il y a un vide juridique. Il n'y a aucun test, aucune loi que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a voté dans ce sens. Vous voyez, on peut faire des stratégies, mais quand il y a la stratégie, il faut l'exécution. Vous voyez un peu, la stratégie peut être définie. C'est un plan que nous avons. Mais est-ce que cette stratégie est opérationnelle? Est-ce qu'elle est rendue opérationnelle? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, ce que moi je voudrais dire véritablement, c'est de dire à nos États, attention, ce genre de vide juridique peuvent créer un certain nombre d'incidents. Parce que ce qu'on veut, c'est de préparer le marché à accueillir en fait des entreprises, des grandes entreprises. Mais il faut préparer des tests, il faut préparer des lois. Vous voyez un peu, c'est cela. C'est aujourd'hui, on est en train de préparer par exemple des tests dans le domaine pénal contre tout ce qui est diffusion d'une fausse information sur Facebook et autres, tout ça. Mais on aurait dû l'anticiper depuis. Parce qu'on a eu d'abord un certain nombre d'incidents. Bon, on me dira, oui, la loi vient lorsque on voit les comportements, les faits et tout ça. Mais en réalité, dans le jeu économique, la force d'un État, c'est de l'anticipation. C'est cela qu'Obama a dit en 2008. Obama a dit aux Africains, ce dont l'Afrique a besoin, ce ne sont pas des hommes forts, mais l'Afrique a besoin quoi? Des institutions fortes. Et qui parle d'institutions fortes, parle de règles, parle de lois, parle de conformité, parle de régulation. C'est de ça qu'il est question. Oui, donc en clair, vous demandez à l'État d'intervenir pour stopper la guerre des prix. On demande à l'État d'encadrer juridiquement par des tests. Parce qu'il y a un vide juridique, M. Sadia. Mais la partie qui a saisi l'ATCI n'a pas demandé un encadrement juridique, elle a demandé d'encadrer les prix. Vous savez ce que ça signifie? Oui, mais l'ATCI va se fonder sur quoi pour encadrer? Elle va se fonder sur des tests, c'est des lois. Mais elle n'a pas de tests, elle n'a pas de loi. Quand l'ATCI dit je suis incompétent, elle veut dire quoi? Ma mission que l'État m'a donnée. L'État donne la mission à l'ATCI à partir de quoi? À partir des lois. Quand on fonde une société d'État, ces principes, ces missions sont données à partir des lois qui sont dans ce secteur d'activité. Mais aujourd'hui, elle n'a pas cette mission. Donc, comme elle n'a pas cette mission, elle essaie de se dédie, bon, je ne dirais pas se dédie, mais de se mais c'est une activité financière, c'est une activité bancaire. Oui, on parle du mobile money, donc ça n'a rien à voir avec la téléphonie, je veux dire, traditionnelle qu'on connaît. C'est pour cela que l'ATCI s'est déclaré incompétent. Donc c'est la commission bancaire de mieux voir. Mais il y a une absence de tests, ni la commission bancaire, qui est le gendarme des marchés bancaires, des banques commerciales et tout ça, n'est compétente là-dessus. Ni la COP, parce que si vous me dites que c'est un service financier, entends-moi, si c'est un service financier, que ça rentre dans le cadre des services financiers, qui doit réguler? C'est la commission bancaire. Mais justement, la commission bancaire elle-même... Ceux qui ont saisi la TCI se sont trompés peut-être d'organes de régulation. La COP même n'a pas de test pour pouvoir intervenir là-dessus. C'est de ça qu'il est question, c'est de ça que je suis en train de parler. D'accord, chers invités, notre émission tire à sa fin. Alors, très rapidement,
on va voir les scénarios possibles. Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, avant que nos spécialistes nous parlent, on va poser la question à notre consommatrice sur le plateau. Oui. Et comment tu vois l'avenir, cette affaire de Wave Orange? Je pense que Orange est en train de préparer un coup que Wave vraiment ne s'attend pas. Tu penses qu'Orange prépare un coup? Parce que là, c'est dit que non, ce n'est pas possible. Orange ne peut pas se laisser faire. Je pense. Oui, allons-y. Exactement. Donc, je me dis que Orange va nous surprendre. Parce qu'actuellement, nous, en tant que consommateurs d'Orange, on se dit qu'il n'y a plus de crédibilité. Donc, il faille que Orange relève ce défi et de mettre Wave dos au mur. C'est tout ce dont j'attends d'Orange. Pourquoi pas Orange diminue encore à 0,5%? Ça va arranger les consommateurs. Et aussi de faire des offres promotionnelles, c'est-à-dire s'il y a tu fais un envoi de 5 000, on te donne peut-être 1 000 francs ou 200 ou 500 gratuitement. Bon, ce sont des exemples que je propose. Donc, à travers ces offres, on peut aussi migrer vers Orange encore. Merci beaucoup. Pourquoi pas? Alors, M. Nedro, des scénarios possibles, que peut-il se passer avec cette guerre des prix? Nous ne sommes pas un secret des dieux, nous allons essayer juste de donner... voilà. Vous n'allez pas lancer le courrier. On va pas lancer le courrier, mais juste ce que nous voyons, moi je pense que simplement en tant qu'observateur, ce que nous voyons, nous allons véritablement partir vers une guerre des prix sans fin. Parce que Wave s'est positionné sur pratiquement la gratuité des services. Parce qu'on parle d'impuissant. Mais il y a des services sur lesquels le service de dépôt et le service de retrait, merci madame, le service de retrait, c'est Wave à combien? 0%. Vous voyez un peu. Et donc, je pense que Wave est prêt à faire bouger les choses jusqu'à peut-être à partir à 0, comme madame l'a dit tout à l'heure, à 0,5% ou je ne sais pas quoi d'autre. Donc je pense que la guerre des prix va continuer. La guerre des prix va continuer jusqu'à atteindre, j'ai envie de dire, des prix qui puissent aider le consommateur à faire un choix possible. Mais vous excluez que les deux s'entendent. Les deux s'entendent. Augmente les prix. C'est vrai que c'est interdit commercialement, oui, mais on ne peut pas totalement faire confiance. Effectivement, c'est un marché. C'est possible. Hein? C'est possible, mais au vu, j'ai envie de dire, je vais peut-être mettre la dimension géopolitique là-dedans et la dimension diplomatique. Parce que nous voyons avec à la fois, c'est une analyse que je fais, avec à la fois la guerre et l'arrivée de Wave en Afrique de l'Ouest, nous avons vu tout dernièrement l'arrivée du secrétaire d'État américain, bizarrement, dans nos murs, et il atterrit j'ai envie de dire, au Sénégal, oui, qui est connu comme pays de paix, on va nous dire pays de paix, stable politiquement, tout ça, mais la question est encore suspendue, la question de la plainte, j'ai envie de dire, Wave est encore suspendu au niveau de l'ARTP. Ici, la STCI a dit, je suis incompétent, mais là-bas, la RTP n'a pas encore dit son dernier mot. Est-ce que la dimension géopolitique ne va pas rentrer en ligne de compte? Et je dis, encore une fois de plus, M. Sadi l'a dit tout à l'heure, le marché est devenu un marché concurrentiel. Il n'y a plus de terrain voulu ni pour telle puissance économique, ni pour telle puissance économique. Chaque puissance économique essaie bien entendu de se faire une place sur le marché économique mondial. Et je pense que je dis la guerre des prix ne va pas s'arrêter. Elle va aller jusqu'à ce que le marché lui-même stabilise le prix qu'il faut pour que les consommateurs puissent en bénéficier. Ok, moi je peux dire dans un premier temps d'abord que la guerre des prix effectivement continue. Déjà, nous avons déjà un nouvel entrant qui est Trésor P, qui lui est à 0,50%, c'est-à-dire moins que Wave. La faiblesse du Trésor P, c'est que c'est une organisation gouvernementale qui n'est pas encore très bien représentée. Et je parie, en tout cas en ce qui me concerne, que cette guerre des prix va continuer pendant un certain moment. Alors nous sommes dans une stratégie d'affrontement direct aujourd'hui. Donc il y a une possibilité aussi qu'il y ait une entente, comme cela s'est passé par le passé, parce que parfois, les entreprises peuvent partir de la stratégie de l'affrontement à la stratégie de la coopération. Donc cette stratégie-là peut arriver. Une autre chose aussi, c'est que le marché du mobile money peut être un marché qui peut arriver à maturité et peut peut-être emmener soit par exemple les opérateurs traditionnels à quitter, par exemple ce segment, à fermer, puisque ce n'est pas leur marché principal actuellement. Donc je veux dire qu'il y a une possibilité que certaines entreprises qui ne peuvent pas suivre la concurrence puissent se fermer, parce qu'on sait déjà que ça va accepter le fait d'avoir des concurrences, ça réduit drastiquement les parts des marchés. Donc je veux dire qu'il doit y avoir des réaménagements en interne au niveau à faire.
L'autre scénario que moi je vois aussi, je vois Orange en train de créer peut-être une filiale pour essayer de concurrencer Wave. Parce qu'on sait que Wave est une start-up, donc avec un management beaucoup plus light, beaucoup plus léger, par rapport à une multinationale plus flexible. Et c'est ce qui lui permet de mener cette guerre, cette stratégie de guérilla qui pourra attaquer une multinationale comme Orange. Donc je vois, comme vous avez vu par exemple dans le domaine bancaire, par exemple, les grandes banques françaises ont créé des entreprises de microfinance en Côte d'Ivoire. Donc il ne faut pas exclure aussi cette stratégie-là de voir Orange en train de créer une start-up pour concurrencer Wave sur son terrain. Ça, c'est une possibilité. Et l'autre possibilité, le scénario que je vois, je dis tout à l'heure que les entreprises françaises en Afrique francophone ont vraiment une très très grande résilience sur le plan diplomatique, sur le plan politique, sur le plan financier. Et il y a une possibilité, par exemple, que Wave se retrouve écrasé finalement et avec ce que nous avons connu par le passé, rentre dans les rangs et se fasse racheter. Je ne sais pas. Je pense aussi que je me dis que Orange peut lancer peut-être un OPA sur Wave. Je ne sais pas comment. Les deux entreprises sont cotées à la bourse. Donc, quand deux entreprises sont cotées à la bourse, l'entreprise la plus forte peut lancer un OPA, par exemple, sur une autre organisation. Donc, je veux dire que ce sont les différentes possibilités qui sont là. Et mais quand ces possibilités-là vont arriver, ce sera pour le bonheur de nos des clients et aussi des consommateurs aussi. Merci beaucoup. Merci. Notre mission est terminée. Merci, chers invités. Je rappelle que nous parlions de la guerre des prix entre Wave et Orange. Jusqu'où ira cette guerre des prix? Et vous l'aurez compris, et les choses sont parties pour ne pas s'arrêter maintenant. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et restez sur Business 24 Africa. Nos programmes se poursuivent.